Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode inédit du Studio 7 sur Studio 7 en festival. Je suis avec Deka. Salut. Avec qui j'ai couvert le festival Cinéma du Sud qui a eu lieu à l'Institut Lumière. C'était sa 22e édition. C'est un festival qui propose des films du Maghreb et du Moyen-Orient. Et cette année, c'était une édition un petit peu spéciale pour les 60 ans des accords d'Évian par rapport à la guerre d'Algérie. Donc c'était un petit peu plus centré sur le cinéma algérien. Mais il y avait quand même plein de films différents d'Égypte, du Liban, de Tunisie. Du Maroc, de l'Irak. Voilà, c'est ça. Pour rappel, avant de commencer, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Enfin, je dis tous, mais c'est Twitter et Instagram, quoi. Studio 7 Pod, le nom, et pour retrouver tout notre contenu et notamment les retours qu'on a fait rapidement après chaque séance sur les films qu'on a vus. Et aujourd'hui, on va développer un petit peu plus, film par film, notre avis à chaud, parce qu'on sort tout juste du festival, là. Et du coup, c'est moi qui vais commencer avec le film d'ouverture Swad de Ayten Amin, qui est un film qui parle d'une jeune égyptienne qui est un peu en proie à son environnement au niveau des réseaux sociaux, des relations virtuelles, tout ça, qui est en décalage avec sa famille un peu traditionnelle, on va dire, très religieuse, voilà. Et en fait, elle va brutalement se suicider. Et ensuite, on va essayer de comprendre un peu pourquoi à travers le personnage de sa sœur et de son petit ami virtuel. Donc moi, au début, ça m'a pas mal déstabilisée. J'ai trouvé que c'était très brutal et finalement pas très développé. Et la productrice, elle a expliqué que c'était ça qui l'intéressait, elle, de montrer que parfois ça arrive sans qu'on l'ait vu venir et de nous essayer de réfléchir après le film à se dire « Ah oui, c'est arrivé super brutalement », mais en fait, il y avait des trucs qui l'annonçaient déjà avant, des situations dès la scène d'introduction. Donc après cette discussion, ça m'a fait un peu plus apprécier le film. Par contre, j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de choses qui étaient assez timides. Il y a beaucoup de critiques qui sont lancées, mais pas forcément très développées. Et on sent que voilà, c'est encore une jeune réalisatrice. Mais c'est tout de même assez bien mis en scène. Le film, il a malheureusement pas de distributeur français. C'est le cas de beaucoup des films qu'on a vus. Ouais. Malheureusement. Donc voilà, on ne sait pas du tout s'il va vous parvenir en France, mais s'il vous parvient un jour, n'hésitez pas. Et ensuite, le second film dont on va parler, c'est L'automne des pommiers de Mohamed Mouftakir, et c'est Deka qui l'a vu, donc c'est lui qui va vous le présenter. Oui, donc L'automne des pommiers, ça a été le premier film du deuxième jour du festival. Donc ça parle d'un jeune garçon qui s'appelle Slimane, qui se situe donc c'est un film marocain, donc il se situe dans la ruralité du Maroc, et c'est un jeune garçon qui est à la recherche de son histoire, de sa mère qu'il ne connaît pas, dont on lui dit qu'elle est décédée noyée, et voilà, il y a beaucoup de non-dits par rapport à tout ça, puis il y a un dénouement plus tard dont je vais pas vous raconter. Mais voilà, en fait, c'est un film avec énormément de symbolisme. C'est un film qui est très beau, où en fait, Mohamed Mouftakir, il essaie vraiment de faire une petite chronique de cette famille marocaine. Et il y a des moments dans le film, et moi c'est vraiment ce qui m'a vraiment touché, et ce que j'ai trouvé le plus réussi, c'est qu'en fait on est, comme beaucoup de films du festival, dans un film quand même assez lourd, assez dramatique, et Mohamed Mouftakir, il arrive à ajouter des petites touches de plaisanterie, d'humour. C'est toujours assez léger, mais c'est très mignon, et ça vient rajouter une ambiance très très sincère au film. Et alors ça en fait un film avec un goût vraiment très doux amer, quoi. C'est vraiment moi ce qui m'est revenu du film, c'est que c'est vraiment un film doux amer. Et comme le premier film, il est pas distribué en France, on n'a pas de distribution prévue, donc il y a peu de chances qu'il trouve le chemin des salles en France, mais si vous arrivez à mettre la main dessus, allez-y, parce que c'est quand même un film bien sympa. Pour la petite précision, tous les films qui sont diffusés
dans ce festival, mis à part le film de clôture, sont des films inédits. Ouais. En France, du moins. Après, il reste à savoir s'ils ont un futur distributeur ou pas. C'est le cas pour certains, on vous reprécisera. Mais en tout cas, c'est que des films inédits qu'on a vus. C'est ça. Le troisième film, on l'a vu tous les deux, c'est Héliopolis de Jafar Gassem. C'est un film qui aborde les événements du 8 mai 1945. Du 8 mai 1945 en Algérie. Donc, c'est les événements du massacre de Guelma et de Sétif. C'est 10 ans avant la guerre d'Algérie. C'est une période assez importante et assez forte, en tout cas dans l'histoire algérienne. Le 8 mai, on est sur la fin de la guerre en France. Et voilà. Et en Algérie, il y a eu énormément de manifestations contre la colonisation, en fait, contre le pouvoir colonial en place. Et tout ça a donné lieu à des massacres, quoi. Très violents. C'est vraiment une période dure de l'histoire algérienne. Et donc, c'est ça que veut retracer Héliopolis. Je t'ai coupé, mais c'est que... T'inquiète. C'est pour... voilà. Et d'ailleurs, le réalisateur nous a dit que c'était apparemment le premier film sur ces événements-là. Ouais, c'est qui ça. sont vraiment pas du tout montrés au cinéma jusque-là. Et du coup, là, il utilise le prisme d'une famille plutôt aisée algérienne, dont le père, du coup, est un petit peu soumis aux colons, et où le fils va, lui, rejoindre la révolution. Les mouvements des amis du manifeste, mais qui ont une volonté décolonisatrice. Ou anticolonialiste. Oui, voilà. Au 8 mai 45. Donc c'est un peu toutes les années avant et ce qui amène à ces massacres. Et c'est assez intéressant d'une manière pédagogique, mais justement le film est peut-être un petit peu trop pédagogique. Du coup très factuel et moins dans l'artistique. Et d'ailleurs le réalisateur, c'est un réalisateur très réputé algérien à la télévision. Il fait beaucoup de séries et de téléfilms et ça se ressent beaucoup dans le film. En fait, c'est ce côté très téléfilm, que ce soit dans les dialogues qui sont un peu ridicules par moments, les effets spéciaux qui sont très cheap. On ressent trop ce côté téléfilm, on a l'impression téléfilm historique un petit peu qui fait la leçon d'histoire et du coup c'est vrai que c'est un petit peu décevant de ce côté-là. Oui, c'est vrai. On a par exemple la musique qui vient toujours surdramatiser un petit peu tout. Là où contrairement aux autres films, on a souvent des films dramatiques qui sont pas dans la surdramatisation. Là, c'est un peu plus le cas, quoi. Tout est un peu suraccentué. C'est dommage. Enfin, pour moi, le vrai problème du film, c'est surtout les dialogues. En tout cas, et encore plus des acteurs français, quoi. C'est pas très bon. Non. Et du coup, c'est un peu compliqué. Mais après, ce qui est étonnant, c'est que le réalisateur disait, même si c'est une histoire historique, etc., que ça restait comme une fiction, quoi. Enfin, il disait qu'il était parti de ça, mais voilà, que c'était toujours fictionnel. Donc, c'est intéressant, quoi. Et puis, il arrive à donner une nuance à son propos, quoi, qui est pas manichéen. Ça, c'est quelque chose qu'il voulait éviter. Donc, on voit des Algériens plus aisés qui essayent de tirer profit de la colonisation. On voit... on voit une nuance, quoi, dans le film, mais c'est vrai que ça c'est assez intéressant et ça retrace, je pense, plutôt assez bien quand même cette situation et ce moment historique algérien. Ouais, si jamais vous n'êtes pas très familier avec les événements, ça peut être intéressant. Oui, après voilà, c'est pas, ça reste. Oui, le but n'étant pas de faire un cours d'histoire, bien sûr. Ouais, voilà. On va passer au 3e jour avec Farah de Darin J. Salam. C'est ça. J'essaye de pas écorcher les noms, donc c'est pour ça que parfois je prends un peu de temps. Et c'est Deka aussi qui va le présenter, celui-là. Ouais, alors moi ça a été mon coup de cœur du festival, ce film. J'avoue que je m'attendais pas à grand-chose. Et c'est un film, moi, qui m'a vraiment énormément touché. C'est le premier film, le premier long métrage de la réalisatrice.
Et pour moi, c'est vraiment une réussite. Alors, il faut savoir que ce film, donc, il raconte la vie d'une femme, d'une jeune femme, une adolescente, je saurais pas trop dire, je crois. Oui, 14 ans, il y a écrit sur l'affiche du film. Bon, bah voilà, c'est une adolescente qui vit un moment où donc ça, c'est un film qui est avec une production jordanienne, mais c'est un film voilà, qui parle de la Palestine en 48. Donc, en gros, c'est un moment dans son village, il se fait attaquer, en fait, c'est un village qui rentre en guerre. Et cette jeune fille, elle va passer la durée de ces moments atroces, quoi, dans une cave enfermée. Et en fait, on va suivre le massacre par ses yeux. Et en fait, on va rester à l'intérieur de la cave et on va tout voir à travers la porte de la cave et tout. Enfin, c'est très fort. Et en fait, il faut savoir du coup que c'est inspiré d'une histoire vraie et que le personnage de Farah, la vraie personne qui a inspiré ce personnage, a raconté son histoire plus tard à une amie à elle. Et cette amie, c'est la mère de la réalisatrice. Donc ça reste un film qui vient d'une histoire qui est passée de génération en génération, de femme en femme, et que Darin Salam nous a raconté. Moi, j'ai trouvé ça très 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 fort, très touchant. Il y avait le chef électricien, enfin en tout cas la personne qui gérait la lumière sur le tournage, qui était là aussi, et moi j'ai trouvé qu'il y avait un super utilisation de la lumière, du son, où on a vraiment l'impression d'être dans cette cave avec elle. C'est super beau, autant que c'est atroce, quoi. C'est ça qui est. C'est un film vraiment dur que j'ai beaucoup apprécié. Donc encore une fois, pas de distribution prévue, mais j'espère vraiment qu'il trouvera le chemin des salles en France, parce que c'est mon coup de cœur du festival. Donc si vous arrivez à trouver le film Farah de Darin J. Salam, donc Farah qui s'écrit Farha, franchement regardez-le, c'est vraiment très 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 bon. Et puis Deka, t'as pas mal enchaîné les films, toi, et du coup tu vas aussi nous parler de Rêve de Omar Belkacemi que t'as vu dans la foulée. Alors c'est ça. Le film donc Rêve, c'est un film où Omar Belkacemi s'inspire comme il le dit lui-même, de son regard, de son univers, de son environnement. Donc c'est un film algérien. Et moi j'ai trouvé que le film, il avait un petit peu cette il ressemblait un peu à un recueil de pensées philosophiques, politiques, poétiques, où en fait le réalisateur mettait un petit peu toutes ses pensées, ses idées, des petites phrases qu'il aurait pu écrire dans ce film. Du coup, c'est un film qui est très touchant. Je pense que c'est un des films qui a le plus touché par sa sincérité, dans le festival. Le film, il parle d'un jeune garçon qui est un petit peu différent, en rupture avec les traditions, et qui a un peu du mal à se faire une place dans la société, dans ce petit village en tout cas, où les sages, enfin les hommes du village veulent le mettre dans un hôpital psychiatrique. Et c'est un film où en gros ce personnage et donc son frère qui est plus grand sont une représentation du réalisateur. Donc lui il dit que c'est vraiment son regard qu'il a voulu mettre là-dedans. Il y a une grande place au silence dans le film, au regard. Selon le réalisateur, ça vient de la culture du silence qu'on retrouve en Algérie, où beaucoup de choses sont dites par les silences, par les gestes, par les regards. Donc il y a une grande utilisation de plans fixes, de plans très lents. C'est très poétique, c'est très beau. Il y a une très grande place aussi aux femmes du village. Il faut savoir que tous les figurants et les acteurs et les actrices du film sont des amis du réalisateur, sont des gens qui ne sont pas professionnels. Alors je crois qu'il y a quelques professionnels et quelques non professionnels, mais voilà, c'est tous des proches, des gens qu'il connaît, des gens de son village avec qui il a vécu. Donc évidemment, ça fait un film qui est super touchant, et franchement il y a très peu de chances encore une fois qu'il soit distribué, parce que c'est un film plutôt intimiste qui, je pense, malheureusement n'intéressera pas beaucoup de monde, ce qui est très dommage, mais regardez-le juste pour voir cette sincérité, cette gentillesse vraiment qui dégage du film. Et
on peut avoir qu'un immense respect pour son réalisateur qui est une personne qui est formidable, quoi. Ça donne envie, en tout cas. Moi, je l'ai pas vu, celui-là. Ouais, franchement, c'est génial. Il faut vraiment le voir, quoi. Et du coup, en soirée, on a vu tous les deux Costa Brava Lebanon, qui pour le coup a un distributeur français. Donc c'était une avant-première, là. Il sortira le 29 juin en France. Et c'est l'histoire d'une famille qui vient de Beyrouth. Donc c'est un film libanais. Et qui choisit d'aller s'isoler dans la montagne libanaise à cause de l'insalubrité de Beyrouth, où les déchets vraiment sont de partout dans la rue, tout est très sale, il y a des manifestations et des explosions. Des explosions, voilà, et la famille, du coup, il y a plusieurs de ses membres qui ont été en danger plusieurs fois, que ce soit à cause de la pollution ou de ces manifestations. Donc, ils choisissent de se retirer, alors que pourtant, les deux parents étaient très activistes. On comprend, Ils se sont rencontrés en manifestation. Ils étaient de base très activistes et ils sont avec leurs 2 filles dans cette maison dans la montagne. Et en fait, à côté de chez eux va se construire une décharge publique où tous les déchets de Beyrouth vont être amenés pour être entassés. En fait, le gouvernement fait croire que c'est pour être traités et éliminés, mais en fait, ils se font juste entasser là, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de voir cette famille qui essaye d'échapper au contexte social et sanitaire de Beyrouth et au final qui se fait rattraper. On voit qu'ils peuvent pas y échapper finalement avec ces déchets qui viennent du coup jusque dans leur jardin. Enfin, ça déborde, ça arrive à un moment, il y a un problème de filtre à eau et du coup, ça arrive dans leur piscine, dans leur robinet. Vraiment, ils peuvent pas échapper à la situation. Et en même temps, il y a une certaine ambivalence parce que par exemple, ils écoutent tout le temps la radio qui parle de Beyrouth, ils regardent la télé, on entend tout le temps en fond parler de Beyrouth, et on sent que certains des membres de la famille gardent un attachement à Beyrouth et aimeraient bien retourner un petit peu plus dans la civilisation au milieu de tout ça, pour être, je sais pas, rattachés à des gens, parce qu'ils sont quand même très isolés. Quand il y a les ouvriers qui viennent, il y a la grand-mère qui vient leur parler, qui est contente de parler avec des gens, et qui leur achète un téléphone portable, des choses qui les rattachent quand même à cette civilisation qu'ils ont quittée. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. C'est aussi très bien filmé, très joli, assez poétique. Il y a vraiment des jolies scènes quand ils chantent, quand la mère chante, tout ça. Et tous les acteurs sont très très bons. Il y a une petite fille qui est incroyable, elle est vraiment admirable, qui joue la petite fille qui, elle, n'a jamais connu Beyrouth, mais qui est tellement fan de son père et de son activisme qu'elle répète en fait toutes des choses qui sortent de la bouche de son père à la base. Et voilà. Et j'ai trouvé très intéressant tous les moments qui sont filmés depuis son point de vue à elle, parce qu'en fait, du coup, vu que c'est des choses qui lui sont inconnues, les machines de chantier, les ouvriers, quand on les voit arriver de son point de vue, c'est un peu filmé comme quelque chose d'horrifique. Au niveau du son, on entend sa respiration très forte, un son brouillé, et c'est comme, il y a une certaine tension qui est installée comme quelque chose d'horrifique. Voilà, son personnage il est très touchant. Il y a beaucoup de choses qui passent par elle dans le film, et vraiment super film. Donc il sort au cinéma, je rappelle, le 29 juin. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Ouais, carrément. Comme le disait Dora Bouchoucha, c'est un film qui est peut-être un peu plus sexy que les autres. Ouais, c'est vrai. Donc, ça explique qu'il soit distribué, quoi. Mais c'est un super film. Donc, allez le voir en salle quand il sortira. Je pense que vous allez passer un bon moment, quoi. Enfin, un bon moment. Si on peut appeler ça un bon moment, parce que c'est quand même un film encore une fois dur, mais en tout cas, un bon moment de cinéma, quoi. Donc voilà pour ce film. On passe au dernier jour de festival avec un premier film qui s'appelle Notre fleuve, notre ciel de Maysoon Pachachi. C'est ça. Alors, il faut savoir que la réalisatrice, c'est une personne qui est très engagée. Par exemple, elle a ouvert un centre pour promouvoir le cinéma en Irak. Enfin, c'est une personne qui est très engagée en Irak. Alors c'est un film irakien qui parle de Bagdad. Je vais revenir dessus. Alors en fait, c'est un film un peu choral où on suit beaucoup de personnages, beaucoup de destins, des voisins en fait dans cette ville de Bagdad. Et comment ceux-là vivent avec la violence, quoi.
environnante, qui fait vraiment partie intégrante de leur environnement, de leur vie. Il y a des phrases en fait qui ont été dites de l'actrice et de la réalisatrice à la fin que j'ai trouvé très très parlantes. En fait, par exemple, l'actrice nous disait que le film était en fait, il parlait du choix entre partir ou rester, faire face à la mort ou choisir la vie. Le choix entre rester ou devenir citoyen de second degré. Donc on voit que c'est vraiment des dilemmes très forts et qui restent tout le long. Est-ce que on reste, on fait face à la mort, mais on reste parce qu'on aime profondément Bagdad malgré tout, qu'on aime son pays, ou est-ce qu'on décide de partir, de choisir la vie, mais dans ces cas-là, d'accepter de devenir un citoyen de second degré ailleurs et de quitter son origine. C'est très 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 fort là-dessus. Donc je parlais un peu de la violence. La violence est présente tout le temps, vraiment constamment. Mais elle n'est pas, elle est pas présente directement. C'est vraiment l'environnement qui fait ressentir cette violence. La réalisatrice disait, je cite, ce qui m'intéresse n'est pas de montrer la violence, le sang, mais comment ça impacte les gens. Ce n'est pas la violence qui est importante, mais c'est ce que les gens font de la violence. Et j'ai trouvé en fait que ça montrait très bien ce qu'était ce film. C'est vraiment un film qui est centré sur les personnages, sur leur sensibilité, sur comment ils vivent tout ça. Encore une fois, je me répète, mais c'est encore une fois un film très très fort. Franchement, c'est compliqué de parler de tous ces films parce que c'est des films qui ont beaucoup touché, quoi. C'est un festival qui est assez dur quand même, qui est très beau par sa sincérité, par les cinéastes dont on a pu rencontrer, qui sont pour tous des gens vraiment passionnants. Et ouais, c'est pas facile, donc on peut. Avec mon ton de voix, je peux avoir des fois blasé, mais c'est juste qu'en fait, c'est pas du tout le cas, quoi. C'est juste qu'on est vraiment face à des films qui sont très forts, très durs, très dramatiques, et qui restent d'une beauté infinie, quoi. Donc, ce film, moi, je vous le conseille évidemment pour avoir une idée un petit peu de. Alors, c'est un film qui parle des événements à Bagdad en 2006, avec l'occupation américaine. Avec les problèmes entre religions, où les personnes chiites, par exemple, ne pouvaient pas vivre dans les mêmes quartiers que les personnes sunnites. L'exemple que donnait la réalisatrice, c'était par exemple, alors je ne sais plus si c'était une personne sunnite ou chiite, mais qui connaissait une personne du coup de l'autre catégorie, on va dire, et qui est décédée. Elle n'a pas pu se rendre, par exemple, à l'enterrement parce que c'était juste pas possible, quoi. Donc voilà un film à voir vraiment. Donc Notre fleuve, notre ciel, qui est un film magnifique et très engagé, et je vous demande d'aller le voir parce que c'est vraiment très très bien, c'est vraiment très très fort. Et on va continuer avec un film aussi dur, hein. On fait pas dans le léger avec ce festival. Ouais, c'est pas un festival facile, mais. Ouais. Et ce film, c'est Streams de Mehdi Umli. Je sais pas très bien comment on prononce son nom de famille, pardon, mais. Ouais. Alors, le film Streams. Alors, quand je l'ai vu, j'ai trouvé que le scénario des fois était too much. Alors, ça parle de la vie d'un jeune garçon qui rêve d'être joueur de foot, où en fait sa mère se fait violer, et c'est elle évidemment qui prend tout dans la gueule, et qui est jugée pour adultère, qui fait de la prison, je crois, ou enfin voilà, donc qui est c'est vraiment le déshonneur sur elle par rapport à sa famille et tout, alors que voilà, hein, elle est victime dans l'histoire. Et voilà, c'est un film très dur où donc le jeune garçon se retrouve tout seul dans la drogue, la prostitution, et voilà, donc on a beaucoup de scènes de viol, etc. Et pendant un bon moment du film, je trouvais que des fois, ça faisait un peu too much. Le film est beau, il a vraiment quelque chose de cinématographique, même si le réalisateur dit que son envie, c'est vraiment de rester dans le réel, d'être sincère, de ne pas tricher, et d'être un film pas tellement cinématographique. Moi, je trouve qu'il y a des vrais moments de cinéma.
Et en fait, à la fin, le réalisateur vient, nous parle du film et nous dit qu'en fait, c'est son histoire. Que la mère dans le film, c'est sa mère à lui. Enfin, pas sa mère, l'actrice, mais elle représente sa mère. Que le garçon, c'est lui quand il était jeune. C'est ce qu'il a vécu. Et là, on prend une claque, quoi, parce qu'on se dit, bon, on est là en train de juger le film en disant, oui, bon, c'est un peu too much, c'est un peu sensationnel, un peu voilà, mais en fait, c'est la vie du réalisateur, quoi. Il n'aime pas le terme d'autobiographie qu'il trouve un peu pompeux, mais ça reste quand même une autobiographie. Et en fait, à partir du moment où on sait ça et où on a la discussion du réalisateur, le film il prend vraiment un tournant enfin comment dire, il devient vraiment, vraiment, vraiment plus puissant. Et on le voit différemment, quoi. J'aurais aimé presque connaître, savoir que c'est une autobiographie avant de le voir. C'est un peu un film thérapie où le réalisateur il met un peu tout son âme dedans, il explique sa vie, tout ça. C'est un film, encore une fois, très fort. Enfin, je me répète, mais celui-ci, il va être distribué. Ouais. Donc, son titre va changer d'ici là, donc ça sera pas Streams en France. Ils vont trouver un autre titre, mais il va être distribué en septembre normalement. Alors, on n'a pas date précise, mais il est prévu pour septembre. Si vous avez l'occasion de le voir, moi je vous dis vraiment allez-y et gardez en tête qu'on parle vraiment de l'histoire du réalisateur parce que c'est pas spécifié à aucun moment, je crois, dans le film. Et je pense que vous allez prendre une claque quand même parce que c'est pas rien, quoi. Oui, il a dit qu'ils allaient trouver un titre français un petit peu plus accrocheur pour le public français selon la volonté des distributeurs. Mais voilà, il sortira en septembre. Ouais, exactement. Et du coup, on va terminer avec la clôture du festival, qui pour le coup est un film de patrimoine algérien, qui s'appelle Chronique des années de Braise, de Mohamed Lakhtar Amini. Et c'est un film qui est sorti en 1975 et qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes. C'est le seul film. C'est le seul film du continent africain qui a eu la Palme d'Or. Et donc, on nous expliquait en début de séance que ça a valu au réalisateur des menaces de mort. Il y a eu des attentats déjoués pendant le Festival de Cannes 1975 à cause de ce film. Le maire ne voulait pas qu'il soit montré, voilà. Parce qu'en fait, c'est un film c'est un film fleuve, donc qui se déroule aussi sur beaucoup d'années en Algérie, sous la période coloniale française, et qui explique un peu aussi tout ce qui a amené à la guerre d'Algérie. Donc ça se termine au début de la guerre d'Algérie, je crois, le film. Ouais, c'est ça. Il y a quelques passages un petit peu presque avec un aspect documentaire où ils insèrent des images. Ouais, il y a un moment où il y a des images d'archives, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un film qui montre l'Algérie sous la colonisation française et comment on est arrivé à la guerre d'Algérie. Et ça le fait encore une fois un petit peu comme Héliopolis, mais bon là on est quand même sur une autre ampleur, à travers des personnages, un personnage particulièrement qui s'appelle Ahmed, et son évolution à lui. Et en fait son évolution à lui va représenter l'évolution de tout un pays. Donc où il est dans son village qui subit la sécheresse, la famine. Il va vouloir le quitter pour aller en ville, et en fait en ville c'est pas bien mieux, donc il va revenir au village, et on voit qu'en fait il y a nulle part où il arrive à vraiment trouver sa place. Et il se fait déposséder de ses terres, de son pays par les colons, quoi. C'est ça. Et en fait ils se retrouvent à se battre entre eux pour de l'eau entre les différents villages, alors c'est des tribus, ouais. Même. Alors que à côté il y a les colons français qui ont des super grands terrains avec des super belles terres hyper fertiles, de l'eau à volonté, voilà. Et du coup c'est un film qui est très dense, il dure quand même 3 heures, il se passe à travers beaucoup d'années, il y a beaucoup de choses qui se passent, des décès, beaucoup d'événements tragiques qui arrivent à cet homme. Et on va voir qu'au début, il passe de quelqu'un d'assez passif à quelqu'un d'engagé parce que il se rend compte que la situation elle est pas tenable, et il va finir comme même voix du peuple, en fait. Il meurt en martyr, ouais. Guide de ses camarades et martyr. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était un film très intéressant, ultra dense. C'est presque dur à suivre, mais pas dans un mauvais sens. Mais
dans le sens où il faut vraiment assimiler beaucoup de choses, surtout quand c'est une culture que finalement on connaît pas beaucoup. Donc en plus de ça, on a moins de choses auxquelles se raccrocher pour s'identifier. Donc il faut vraiment être concentré et assimiler plein de choses. Mais film super intéressant, on l'a vu dans une version restaurée absolument magnifique. C'est super beau, la réalisation. Il y a un personnage qui est incroyable et qui est joué par le réalisateur lui-même, qui est un espèce de vagabond qui traîne dans la ville en déclamant des poèmes. Ouais, c'est un peu le fou du village. Ouais, voilà, c'est un peu le fou du village, mais il parle sous forme de rimes. Et son personnage, il est assez beau. Et donc voilà, je trouve ça fou que ce film soit si peu vu, si peu montré, alors que en général, une Palme d'Or, c'est quand même quelque chose qui permet au film d'être mis sur le devant de la scène. Là, vraiment, le film, il a pas été très vu. Il y a des gens qui étaient dans la salle qui expliquaient que eux n'avaient pas réussi à le voir depuis la sortie au Festival de Cannes, et que du coup, ils revenaient ici au festival exprès pour le revoir. Alors que franchement, il vaut le coup d'être vu. Et tu vois, après, il fait 3 heures, il est très dense, mais je trouve que la fin est quand même super rushée, quoi. Je sais pas si t'as eu cette même impression, mais je trouve que sur la fin, ça s'enchaîne super vite, quoi. À partir du moment où ce jeune, il est avec ce personnage du fou, et j'aurais aimé, en fait, presque que ça dure presque 1 heure de plus, en fait. Parce que il y a tellement de trucs à traiter que la fin arrive super vite, quoi. Après, il doit avoir des impératifs, etc. Puis le film reste très parlant de la période et de la situation à ce moment-là, mais je suis déçu presque de pas en avoir vu plus, quoi. Ouais, ça aurait pu être une chronique sur des heures, hein. Le film, il m'a rappelé dans son ambition, enfin c'est pas la même chose, mais un film comme 1900, avec ces mouvements sociaux qui se passent sur plein d'années, et avec des gens qui grandissent et qui changent, et c'est vrai que du coup souvent c'est des films qui sont extrêmement longs quand ça représente autant l'histoire d'un pays, et c'est vrai que ça aurait pu être plus long, finalement. Ouais. Voilà, on vous a parlé de tous les films du festival. Un petit mot sur pourquoi on a voulu faire ce podcast. C'est parce que déjà, nous, on aime beaucoup aller en festival. Mm-hmm. On va sûrement en couvrir d'autres par la suite. Et on trouvait que ça valait le coup de vous présenter des festivals qui mettent en avant un cinéma un peu différent de ce dont on a l'habitude de voir. Donc là, vraiment, nous, on y est allé sans connaître aucun des films. On a découvert des belles choses, et du coup, on s'est dit que ça valait le coup de vous partager tout ça pour peut-être vous faire découvrir des choses à votre tour. On a eu l'occasion de rencontrer la marraine du festival, qui est Dora Bouchoucha, qui est une productrice tunisienne, très influente dans le cinéma maghrébin et du Moyen-Orient, et même dans le cinéma tout court, hein. Elle a fait beaucoup de choses, elle est très engagée. Et donc on a pu l'interviewer, et ça sortira autour de ce podcast sur le site super7.fr. On va retranscrire l'interview par écrit. C'était très, très intéressant, elle a beaucoup de choses à dire. C'était passionnant, c'est vraiment une femme passionnante, fascinante, très intimidante. Ouais, c'était vraiment, vraiment un bon moment, quoi. Voilà, et en tout cas, on espère qu'on vous a donné envie de découvrir certains films. N'hésitez pas à aller voir au moins ceux qui sortent au cinéma. Ouais, carrément. Et je pense qu'on va se retrouver bientôt pour d'autres épisodes du podcast et d'autres festivals. Ouais. Cannes.